Bienvenue à Magny-Cours pour ce 11e GTI Tuning International. Le soleil est là, les plus belles réalisations aussi pour le plus gros show de l'année. Et oui, c'est effectivement le plus important événement tuning de l'année, un week-end tant attendu par des milliers de passionnés, tout simplement parce que c'est GTI Mag et que tout le gratin du tuning européen se retrouve sur ce circuit de Nevers-Magny-Cours. Les plus belles réalisations professionnelles sont forcément dans le village exposant. Comme vous le voyez, les projets parmi les plus extraordinaires sont présents et comme d'habitude, bon nombre de tuneurs se sont acharnés à finir à temps leur projet. GTI Mag et Océan Événements ont cravaché dur pour que l'accueil des participants se déroule dans les meilleures conditions possibles, car une chose est sûre, le bien-être de chacun est la priorité et la volonté de satisfaire tous les participants est réellement le fer de lance de ce 11e GTI Tuning International. Un grand merci à nos amis anglais de Redline Magazine qui sont venus avec un plateau de voitures complètement folle. Première découverte du meeting, cette saxo anglaise apportée par Redline. La liste des modifications est longue et impressionnante. On ne va pas tout énumérer, mais si on doit retenir une seule chose, il va sans dire que le revêtement genre vinyle est assez extraordinaire. De couleur verte et imitation peau de serpent, et ce sur la totalité de la carrosserie et de l'habitacle, cette parure est indéniablement inédite et accuse de nombreuses heures de travail. C'est dans l'esprit, c'est vraiment génial. Ocean Corner est bien évidemment présent avec son lot de bonne humeur et d'exclusivité. Et tout comme pour les autres exposants, le staff se met en quatre pour faire de ce rendez-vous annuel un véritable nirvana que chaque visiteur pourra garder en mémoire. Le village exposant, c'est aussi le podium où s'enchaînent tous les artistes venus participer à la fête. La scène Electronic Arts les accueille à bras ouverts pour des prestations exceptionnelles. Par ailleurs, le célèbre créateur de jeux vidéo est aussi venu avec son nouvel opus, Need for Speed Carbon, un titre prometteur en démonstration exclusive. La hippie embarquée indissociable du mouvement tuning, cette Golf Kenwood réalisée par Roger Street Racing sera dans le prochain numéro de GTI Mag. Une Golf bien sympa avec une réalisation sono au top, installée dans des emplacements sur mesure fabriqués de main de maître. On ne va pas la détailler tout de suite car comme Didier le disait, elle sera dans les pages du prochain GTI Mag, donc pour le moment on vous réserve la surprise. S'il y a une voiture à ne pas manquer dans ce village exposant, c'est bien sûr le Roadster Meguiar réalisé par Océan Événements. Elle sera gagnée dimanche soir. Rien à dire, c'est l'égérie de ce meeting, la star qui repartira avec un vénard à son volant, apprécier les derniers instants de son célibat. Guest star de choix en bonus à la fin du DVD, c'est 300C Norev. C'est pareil, inutile de s'attarder sur la 300C Norev, la plupart d'entre vous l'avaient découverte au Paris Tuning Show, et comme le précise Didier, un bonus lui est consacré. Coup de cœur spécial GTI Mag pour les 5206 de Peugeot Écosse. Peugeot Écosse est le spécialiste outre-Manche du constructeur. Ils exercent leur activité depuis plus de 10 ans, sont reconnus dans toute l'Europe et chacun de leurs projets est vivement attendu. Ici, à Magny-Cours, pas moins de 5 projets ont fait le déplacement et tous, sans exception, accusent d'une finition, d'une qualité d'assemblage et d'un style remarquablement exemplaire. C'est aussi une manière de prouver qu'avec 5 206, il est possible de montrer 5 visions différentes. La petite Lionne est un modèle réellement apprécié et vous allez le voir, on n'est pas au bout de nos surprises. En attendant de retrouver le rédac-chef de GTI Mag, contemplez ces véritables œuvres d'art. Sur le stand GTI Mag cette année, une 206. Elle est signée Innovate et nous vient d'Espagne. C'est la vedette de notre numéro d'été. L'équipe de Parotech et GTI Mag vous propose un DVD top qualité. On se retrouve en bas pour le GTI Studio. Avec le GTI Studio, nos lecteurs sont des vedettes. Le principe de fonctionnement du GTI Studio est très simple. Chaque lecteur du mag présent au meeting organisé sur tout le territoire peut venir au studio et se faire immortaliser par les grands photographes de GTI Mag. Bien entendu, les photos paraissent dans le numéro suivant, l'idée est lumineuse, fallait juste y penser. Allez, comme on est sympa, quelques-uns d'entre vous ont en plus la chance d'être sur la vidéo de ce 11e GTI Tuning International.
Encouragement spécial GTI Mag à la FFD, Mulsanne et leurs partenaires Hankook pour le show de drifting. C'est l'heure du Hankook Drift Experience. Plus un mot, c'est l'heure de faire parler la poudre. Didier vous l'a brièvement présentée précédemment, elle est maintenant en images, en exclusivité pour GTI Mag. La 206 Innovate est tout simplement une véritable tuerie. Non seulement elle fait la couve et 6 pages de votre magazine préféré de ce mois, mais en plus la petite lionne vous dévoile ici ses plus beaux atouts. Découverte au meeting du Sud-Ouest, elle est la guest star du stand GTI Mag et est pressentie pour le top 20. Un kit carrosserie complet inventé par Innovate et installé, les tuneurs se sont inspirés du style de la Honda S2000 pour le concevoir. On apprécie l'agressivité des ailes, le pare-choc arrière dévoile 2 sorties inox du plus bel effet. La 206 est déposée au sol grâce à des suspensions pneumatiques lowered que nous verrons fonctionner un peu plus tard. Ce type d'amortisseur permet de rendre la Peugeot bien plus agressive sous tous les angles. Des feux Angel Eyes prennent position, des jantes de 19 pouces Status sont installées accouplées à un freinage Galfer de gros diamètre. Des feux arrière de type Lexus sont préférés et complètent parfaitement le style de la voiture. Et pour couronner le tout, des portes de type Lambo LSD prennent place et rendent le coupé Peugeot encore plus sportif. Vraiment, cette 206 espagnole est une réalisation magnifique, chaque élément installé se marie à merveille avec les lignes originelles de la Peugeot. La 206 est toujours une valeur sûre du mouvement tuning, elle est toujours autant appréciée par les tuneurs, et vous continuerez de le constater plus tard dans le reportage. En tout cas, la 206 Innovate fait partie des plus belles réalisations jamais construites. Mais revenons à sa description, l'habitacle est aussi revu avec des sièges baquets Isota, un tableau de bord sur mesure qui inclut de nouvelles aérations et instrumentations. La position centrale du manomètre est une réelle réussite, un volant Isota qui va de pair avec le levier de vitesse de la même marque. La finition et le design de l'habitacle sont à la hauteur de la qualité extérieure. Le coffre est traité dans un style plus racing avec un arceau rouge de bon augure et surtout la suppression de la banquette arrière jugée inutile. En lieu et place est installée la bonbonne d'air servant à alimenter les suspensions. Suspension que d'ailleurs Miguel, l'heureux propriétaire, s'empresse de faire fonctionner comme promis. La vitesse d'exécution est remarquable, mais ce n'est pas le point d'orgue de la 206 Innovate. En fait, c'est une subtilité de la carrosserie qui est absolument remarquable. Les 2 ailes avant sont modifiées de façon à recouvrir une partie du capot qui lui se voit retaillée pour épouser parfaitement les ailes. Un travail de titan pour un résultat décidément plus que parfait. Alors, elle ne fait pas partie des plus belles 206 jamais réalisées, la petite lionne de chez Innovate ? Avant le show de tuning, passage obligé chez Meguiar's. Un passage effectivement obligatoire car aux abords de la station de lavage, une concentration de projets tuning se pavane au soleil et brille de 1000 feux. Normal, vous allez dire, ils sont tous passés entre les mains de Meguiar's. Derrière moi, le show tuning, c'est certainement là que nous allons trouver notre top 20.
Avec un soleil présent comme ici à Magny-Cours, quoi de mieux que de se faire un ride avec un cabriolet? La réponse, rien. Et pour ce faire, Arnaud, le propriétaire de cette Mégane Cab, s'est gentiment prêté au jeu. Très bien réalisé, sa Renault est traitée dans un style sobre avec une qualité de finition remarquable. Pour l'avant, Arnaud a choisi un pare-choc d'origine Renault Sport qu'il a décidé de mouler, et aussi de surligner les phares avec des paupières Elia. Les bas de caisse sont signés Esquisse Auto. Il s'agit des modèles toxiques qui se conjuguent parfaitement avec les produits Renault Sport. Pour les jantes, du 8,5 par 20 modèle Tezen est préféré. Chaussé avec des BF Goodrich en 225-30. La garde au sol est diminuée de 3,5 cm à l'arrière et 5 cm à l'avant grâce à H&R. Le pare-choc arrière provient aussi de Renault Sport, lui aussi est moulé. Superbe sellerie assure l'habillage de l'habitacle avec du cuir et du simili look Anaconda. De la banquette au panneau de porte en passant par les sièges et le tableau de bord, rien n'est oublié. Bien entendu, une sono complète pionnière est installée, il faut dire que la Mégane était le show-car de la marque en 2005, ce qui facilite les choses. Un projet simple, de bon goût, qui respire la qualité de finition. Quant au motif de la déco, c'est aux États-Unis qu'Arnaud s'est référé lors du SEMA Show 2005. Si on doit parler peinture, carrosserie et décoration originale, on ne peut trouver rarement mieux que cette Celica. Le mariage des couleurs et le mélange des différents motifs sont quelque part osés, mais de toute évidence bien trouvés. Toujours dans l'esprit, les jantes de grand diamètre ont un design approprié et rendent l'ensemble de la préparation cohérent. Bien sûr, d'autres éléments ajoutés sont à remarquer, comme par exemple l'intercouleur ou le rabaissement extrême de la garde au sol. Bien inspirée, cette Celica mérite sans aucun doute sa place au GTI Tuning International et il fallait absolument qu'elle soit isolée pour pouvoir l'apprécier et plus particulièrement pour pouvoir détailler sa déco.
Attention, c'est du lourd qui arrive, la Mazda RX-8 à l'image est une pure merveille. Venue tout droit de la Belgique, la japonaise découvre pour la première fois le GTI Tuning International. Cette RX-8 est une préparation exemplaire, que ce soit le choix du kit carrosserie, le choix de la teinte, la qualité de la réalisation, tout est absolument parfait. Denis, le proprio, n'en est pas à son coup d'essai, est un spécialiste des Mazda. Pour sa RX-8, il choisit de se fournir chez Veilside pour la totalité des accessoires carrosserie. Ainsi, il installe de nouveaux boucliers avant et arrière, des bas de caisse et un capot. Il trouve aussi une ligne d'échappement complète en inox. Pour les jantes, c'est chez Akusa que notre homme se tourne pour trouver des 20 pouces. Et Pirelli lui fournit 4 P0 en 245-30. Un modèle de jante qui convient parfaitement aux nouvelles lignes esthétiques de la Mazda. Mais installer tous ces accessoires est une chose, les mettre en valeur en est une autre. Pour ça, Denis choisit de peindre sa voiture avec un orange mat et du noir, ce qui est une idée extraordinaire. Pour accentuer le contraste, les vitres sont teintées par Foliatec. Cette nouvelle livrée est parfaitement traitée et le résultat est absolument magnifique. Une réalisation qui se passe de tout commentaire pour se laisser simplement admirer. Devant vos yeux, la Passat Break de Tuning One. Il s'agit d'un modèle de 1999 qui a entièrement subi un traitement tuning plutôt radical. La liste des modifications est longue, surtout en ce qui concerne la carrosserie. Le kit est une fabrication perso, il comprend le bouclier avant, surplombé par des feux Angel Eyes, qui eux reçoivent le capot, allongé pour l'occasion. Ainsi réalisé, l'avant de la Passat gagne en agressivité sans tomber dans l'ostentatoire. Les bas de caisse sont d'une rigoureuse sobriété, ils ne sont là que pour souligner la ligne de la Volkswagen. Et bien entendu, pour lier l'avant à l'arrière, sans quoi une différence de hauteur rendrait la préparation tuning inesthétique. Un flaming discret, quasiment ton sur ton, est appliqué sur la longueur des côtés. L'arrière est bien évidemment traité de la même manière avec des feux Lexus qui donnent un peu de couleur à l'ensemble. Un lissage de carrosserie en bonne et due forme. Il existe cependant une petite subtilité qui mérite le détour. La lunette arrière provient d'une Polo. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le toit de la Passat est top-chopé, c'est-à-dire qu'il est raccourci de 7 cm pour ce cas présent, ce qui implique aussi un changement des vitres arrière et des montants. Le pare-brise est conservé. Des jantes Parotech Dragon en 20 pouces et des pneus Advan en 235-30 viennent compléter le style de la Passat. Bien entendu, la caisse est déposée au sol grâce à des combinés filetés Certing qui baissent le véhicule de 8 cm. Une réalisation bien inspirée qui mélange habilement sobriété et agressivité avec une bonne dose de défi technique, car top-choper une caisse demande de l'expérience, il faut penser à l'étanchéité, au montant, aux vitres. Pour finir la personnalisation, des rétros en véritable carbone sont fabriqués, tout comme les deux silencieux inox. Beaucoup de travail pour un résultat exemplaire. Témoin de la scène tuning européenne actuelle, le top 20 est un moment très attendu. Quand on parle du top 20, c'est plutôt symbolique, car en fait, en dehors des 20 projets les plus représentatifs, d'autres catégories comme les professionnels ou les amateurs sont récompensées.
Cette scène est toujours le point d'orgue du GTI Tuning International, un moment privilégié qui se laisse apprécier avant l'arrivée de l'égérie du meeting, la Mercedes SLK Maguire qu'Océan Événement offre à un participant. Si vous ne savez pas ce que c'est que de se prendre la tête pour personnaliser une voiture, le meilleur exemple est très certainement ici, devant vos yeux. Sur le papier, cette 206 est simplement habillée avec un kit carrosserie Parotech de 4 jantes Racing Heart et de cuir sur tout l'habitacle. En fait, Michel, le proprio, s'est un peu plus creusé les méninges pour personnaliser son cabriolet. Modifié dans son intégralité, le kit carrosserie représente le point d'orgue de cette préparation. Jugé pas assez large, le kit est élargi de 6 cm de chaque côté, histoire d'en imposer un peu plus. Et chaque élément a une petite particularité. Le bouclier avant voit quelques arêtes retravaillées avec une calandre sur mesure et un capot lui aussi sur mesure. Les ailes sont modifiées pour accueillir une nouvelle arête. Le bouclier arrière possède désormais des écopes latérales et des voiles 2 silencieux provenant de Suzuki GSX-R. Les rétros sont adaptés car prévus à la base pour une Civic et petite subtilité, ils finissent sur les montants de pare-brise. Pour finir le tout, des pieds sur mesure sont réalisés pour supporter l'aileron Parotech et un petit lissage de malle vient parfaire l'ensemble. Les portières se voient installer un système d'ouverture type Lambo. Michel choisit des projecteurs Angel Eyes et des feux Lexus pour agrémenter le tout. Les jantes sont de dimensions impressionnantes, du 8,5 par 19 à l'avant et du 10 par 19 à l'arrière, avec du 235-35 et 275-30 choisis dans le catalogue Toyo. La suspension est confiée au spécialiste KW, des corps filetés sont préférés pour déposer la caisse au sol. L'habitacle n'est pas en reste, un traitement cuir, gris souris et orange de haute qualité est appliqué, les sièges sont des Toura, le volant et le levier de vitesse viennent du catalogue Isota. Quelques manomètres prennent position sur le montant de pare-brise et bien sûr une sono de haute voltige est installée avec une nouvelle fois une petite prouesse technique. 2 subs de 30 sont montés sur les panneaux arrière, ce qui a demandé un caisson spécial et de nombreuses heures de réalisation. En conclusion, cette Peugeot 206 est un projet qui mérite amplement sa place au top 20 et chapeau bas à Michel, fortement bien inspiré. Le top 20, c'est aussi une spéciale dédicace aux amateurs qui se donnent beaucoup de mal pour assouvir leur passion. Maxime fait partie de ces amateurs et présente ici sa prélude. Avec une finition quasi professionnelle, Maxime choisit de monter un pare-choc avant Wing West au look assez agressif. Pour les bas de caisse, c'est chez Versus que Maxime trouve son bonheur et concernant les jantes, ce sont 4 Zinnik modèle Ikeda en 8,5 par 20 qui sont préférés. Les pneumatiques correspondants sont trouvés chez BF Goodrich en 225-30. Le pare-choc arrière est aussi trouvé chez Versus, et même s'il contraste avec l'avant, l'ensemble fait preuve d'une parfaite logique. Si Maxime conserve les projecteurs originels, les feux arrière sont changés pour des Lexus. Le silencieux d'échappement est fabriqué sur mesure dans des proportions plutôt simples. En revanche, l'habitacle bénéficie d'un traitement à la fois radical dans le choix du style
mais sans non plus dépasser les limites de l'austérité. Les baquets viennent d'une Civic Type R et l'habitacle entier est recouvert de cuir et simili imitation serpent dans le même ton. Le volant est un modèle alu, usiné dans la masse, le pommeau est un 8 poules. Bien sûr, une sono prend place avec tous les amplis et enceintes nécessaires pour une acoustique haut de gamme. Pour preuve, le sub de 25 de diamètre installé dans le coffre. Avec des idées, un budget décidé et surtout beaucoup de temps, un amateur peut vraiment aller jusqu'au bout de sa passion. Quelle est la particularité de cette Golf 2 GTI 16S? Son essuie-glace central? Sa robe grise métallisée impeccablement appliquée? Sa qualité de finition? Sa calandre tout en carbone? Son pare-choc avant avec une partie beige, tout comme l'essuie-glace? On n'est pas bien loin. Il s'agit effectivement de cette fameuse partie beige, sauf que ce n'est pas de la peinture mais bien du cuir qui est apposé sans aucun pli, parfaitement tendu. Bien sûr, ce n'est pas l'unique trait de cette Golf, le choix des jantes est aussi déterminant. Des Schmitt en 8 à l'avant et 8,5 à l'arrière par 16 sont installées. Elles sont enveloppées avec des 195-40 Dunlop SP9000, sans oublier les bas de caisse FK qui sont moulés à la caisse. Tout comme le pare-choc arrière où une lèvre Matig est intégrée. Bien évidemment, un insert de cuir beige prend place sur cet élément de façon à respecter une certaine logique avec le pare-choc avant. Pour finir les modifications extérieures, Ditwan, le propriétaire de cette Golf, installe un silencieux inox universel de 90 de diamètre. Comme on peut s'en douter, l'intérieur est revêtu de cuir beige, et même si le tableau de bord reste d'origine, les panneaux de porte sont quant à eux refaits en polyester. Un volant auto-style recouvert du même cuir est installé, ainsi qu'un pommeau alu. Comme toute préparation qui se respecte, une hi-fi embarquée prend place. Enceinte 3 voies et 2 voies, écran LCD sont présents. Et bien sûr, le coffre est rempli d'éléments sono à profusion. 2 amplis Audison et 2 subwoofers de 30 occupent tout l'espace, proprement installés avec toujours le cuir beige omniprésent. Un projet tuning remarquablement réalisé avec son lot d'originalité et surtout un sens aigu de la finition. La Honda S2000 est une valeur sûre du mouvement tuning. Elle est très appréciée par les tuneurs et un grand nombre d'accessoires sont disponibles sur le marché. Mais John, fondateur de Street Rider, en a décidé autrement. Il désirait créer son propre kit carrosserie selon un critère décisif, la S2000 devait gagner en largeur. Pour ça, John élabore et fabrique chaque élément du kit, le bouclier avant, les bas de caisse, la malle, les ailes et le capot. Près de 9 mois vont être nécessaires pour arriver à ses fins. Le design est habilement choisi, les lignes restent douces, malgré l'impressionnante largeur, l'ensemble montrant un équilibre parfait. Petite précision tout de même, seul le tonneau cover n'est pas créé par John. Il provient du spécialiste Extreme Dimension. Une fois la Honda élargie, il est absolument nécessaire de trouver des jantes qui se marient avec le nouveau look de la S2000 et qui puissent remplir les ailes élargies. C'est LR Diffusion qui fournit les 4 jantes Akusa en 9,5 par 20, chaussées avec des BF Goodrich en 225-30. Pour asseoir l'ensemble, John décide de mettre des suspensions pneumatiques, ce qui lui assure un ajustement parfait et lui permet de coller sa voiture au sol. C'est Chassis Tech qui fournit le système complet. Dernier élément extérieur, le silencieux arrière est changé au profit d'un modèle inox Ractive. A noter aussi la trappe d'essence, qui est désormais de type aviation bien plus esthétique que la trappe carrée originelle. L'habitacle est confié à Passion Sellerie qui le garnit entièrement de cuir beige. John se charge de couvrir le tableau de bord en fibre et installe une sono complète Star Sound. Au niveau moteur, un kit NOS monopoint est greffé histoire d'aider les 240 chevaux du VTEC à emmener les larges roues de la Honda. La S2000 Street Rider est une préparation homogène qui a su séduire le jury du GTI Tuning International. Si pour l'instant elle est unique, John compte commercialiser son kit carrosserie dans les mois qui viennent, alors si vous possédez une S2000, ça vaut le coup de faire preuve de patience.
l'avez reconnu dans ce clip vidéo, il s'agit effectivement de la Chrysler 300C Norev, égérie du Paris Tuning Show 2006 que vous voyez maintenant complètement d'origine telle qu'elle est arrivée dans les ateliers Parotech. Petit retour au début de l'année 2006. La première étape pour les techniciens est de démonter les éléments de la voiture et ainsi de mieux se rendre compte de la base de travail. Cela permet aussi d'apprécier la qualité des matériaux employés. Il s'agit ici de faire un premier constat. Déjà à ce stade, l'équipe Parotech a planché sur le design. Les techniciens vérifient la faisabilité des transformations car une étude stylistique peut effectivement s'avérer impossible à réaliser. Au premier coup d'œil, on se rend compte qu'une 300C est un engin né pour être tapé. Le moteur est bien agencé, il est vrai qu'un V8 est beau quel que soit son fabricant. Les lignes de la carrosserie se prêtent à merveille à une transformation sobre mais somme toute radicale. On vérifie aussi les parties intérieures, comme le coffre, où viendra prendre place la sono, et bien sûr l'habitacle qui constituera le principal des modifications internes. Déjà, les petits soucis qui provoqueront une perte de temps sont notés. Le travail de démontage peut maintenant commencer, et l'expérience aidant, elle permet de connaître l'ordre qu'il faut rigoureusement suivre pour éviter toute perte de temps. Les techniciens retirent en premier lieu les joints de portière, puis s'attaquent au pare-brise, ce qui autorise un accès vers l'habitacle plus aisé, et surtout ça permet de le protéger quand le gros œuvre va commencer. Une opération délicate, qui demande un certain savoir-faire et bien sûr, un outillage adéquat. Dans l'habitacle, les panneaux de porte sont retirés, la portière est entièrement mise à nu, afin d'estimer l'espace utile pour une éventuelle pose d'enceinte, et surtout pour préparer le travail lié aux modifications que demande une porte suicide. Pendant ce temps, sur une station graphique, le spécialiste affine la réalisation de la 300C en 3D. Dans un premier temps, on rentre les données numériques du véhicule, puis on les modifie pour adopter le design déjà réalisé en 2D. Les transformations ont alors une identité numérique. Autrement dit, il existe des codes numériques qui permettent, le cas échéant, de fabriquer certains accessoires, comme ça va être le cas pour la calandre, au moyen de machines informatisées. C'est ce qu'on appelle de la stéréolithographie. Retour dans l'atelier. Le ciel de toit est retiré car lui aussi va être traité. Et Ivan, le fidèle et attitré sellier de Parotech, peut commencer son travail sur les sièges. Il va retirer l'enveloppe de cuir et vérifier les mousses pour ainsi estimer le travail à effectuer. La banquette est mise à nu, le sellier ne laisse aucune agrafe. Il s'attarde effectivement à bien dégager les mousses pour pouvoir ensuite les enlever de l'habitacle et les reformer selon le design décidé. Initialement, la banquette est prévue pour recevoir 3 personnes. Mais il a été décidé que la désormais célèbre bonbonne de nitro-oxyde allait venir se nicher au milieu. Il faut donc vérifier si l'emplacement se prête au jeu. Ensuite, nous irons surprendre une petite discussion qui tourne autour du concept des 2 sièges avant. Bon, il y a une chose de sûre, c'est que dans le cahier des charges, il y a déjà ça. Il faut le prévoir en broderie. Obligatoire. Ici? Ouais, c'est le 60e anniversaire. Ça, c'est... Alors là, c'est un petit peu gros. Il faut diminuer un peu. Ça, on verra la taille, donc à mon avis, il faut qu'il y ait un bandeau quelque part. Il faut qu'on rescalpe à ce niveau-là pour travailler leur pose-tête. Et puis l'assise, tout ce qui est latéral et tout, on regonfle un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Pour donner le maintien latéral pareil? Ouais. Donc ça, on va valider. Je pense que ça sera bon. Bon, ce qui est sûr, c'est que les délais sont courts. Là, on n'est pas bien. Bah, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est un classique. Pendant ce temps-là, les techniciens avancent les travaux et s'acharnent à supprimer quelques appendices gênants et pas vraiment esthétiques. En effet, les sigles, écritures et autres baguettes passent complètement à la trappe. Le sellier commence par découper la partie centrale de la banquette pour créer l'emplacement de la bouteille de gaz magique. C'est primordial de débuter les travaux de cette façon car il va falloir construire en fibre un logement sur mesure qui permettra à Ivan de ne pas perdre de temps sur son travail. Pour le fabriquer, on utilise du contreplaqué, dans lequel le technicien découpe la forme de la bonbonne. Une fois cette étape passée, l'opération consiste maintenant à recouvrir entièrement l'élément avec du gel-coat d'une façon uniforme. Plusieurs plaques de fibres polyester sont posées et le technicien les solidarise avec un débulleur, ce qui supprime toute bulle d'air pouvant gêner le démoulage. Les autres parties de l'élément sont construites selon ce même procédé, puis assemblées à la partie de base. Une fois mastiqué puis poncé pendant de longues heures, l'élément est replacé dans l'habitacle pour vérifier que rien ne gêne son installation. À partir de ce moment, le sellier peut découper la mousse et ainsi donner la forme convenue au dossier et à l'assise de la banquette. Opération qui semble facile, mais en réalité délicate. L'erreur est exclue et l'expérience d'Ivan est nécessaire pour mener cette véritable mission à son terme. On s'attaque maintenant à la réalisation de la lèvre avant, prévue pour finir le bas du bouclier, originellement peu agressif.
Le technicien commence par scotcher la partie intéressée avec un adhésif prévu. Une fois cette étape terminée, le gel coat est d'abord appliqué sur toute la surface. Puis les plaques de différentes fibres polyester sont apposées et homogénéisées. Bien des heures plus tard, une fois sèche, la partie est démoulée du pare-choc. Celui-ci est remonté sur la Chrysler. Maintenant, les techniciens vont se concerter pour décider des emplacements de fixation. Une fois trouvés, ils sont tout simplement créés d'une façon plus ou moins provisoire en prenant soin de ne pas détériorer l'élément. Celui-ci est désormais fixé et les techniciens vérifient une dernière fois qu'aucune fixation ne viendra gêner les accessoires lors du remontage. Grâce à un niveau laser, on réajuste l'élément pour garantir une symétrie parfaite. Dans un premier temps, les techniciens placent une plaque de fibre rectangulaire et préparée à l'avance, qui est ensuite fixée, là aussi d'une manière très provisoire. Maintenant, le travail le plus rébarbatif et long commence, le ponçage. Cette opération consiste à solidariser les deux parties pour n'en faire plus qu'une. Après avoir parfaitement poncé, l'opération est rééditée jusqu'à l'obtention d'un élément suffisamment résistant. À ce stade, l'élément retourne dans l'atelier principal et les techniciens la remontent sur la 300C. Une fois parfaitement installée, la plaque inférieure va être découpée selon le design choisi originellement. Des mesures sont prises, on vérifie l'angle de découpe, un technicien trace la découpe à suivre et un autre effectue l'action. Bien évidemment, aucune erreur est permise car en cas d'une découpe ratée, ce sont des dizaines d'heures de travail gâchées et il faut tout recommencer. De retour dans le second atelier avec cette fois-ci le bouclier entier. L'équipe se remet au ponçage. C'est l'arête de la lame inférieure qui est visée. Il faut en effet la rendre lisse et symétrique, lui donner sa forme définitive. Cette étape va durer de longues heures et éprouver le manipulateur. Pour ne pas perdre de temps, on s'occupe du traitement des vitres. Des spécialistes expérimentés se sont déplacés et très rapidement s'affairent à poser un film noir de haute qualité. Tous les sigles et autres inscriptions ont disparu. Comme on l'a vu précédemment, certains étaient simplement collés, mais d'autres ont été insérés, ce qui malheureusement oblige l'équipe Parotech à reboucher les trous laissés. Tout d'abord, un peu de ponçage et de rigueur. Cette manipulation est nécessaire car elle va lisser les abords des trous, ce qui va permettre une soudure bien plus propre. Une fois terminé, chaque emplacement est soigneusement soudé. La dernière étape consiste à mastiquer les trous, puis de les poncer avant de passer à la finition. Une phase importante car il faut que ça tienne dans le temps. Chez De Fil en Aiguille, Ivan a déposé des logos Norev, conçus par l'équipe graphique de Parotech. Il s'agit de les rentrer numériquement dans un logiciel de broderie qui va traiter les données et les transformer en langage compréhensible par les machines à broder. Il s'agit également de trouver les couleurs de fil le plus juste possible. Plusieurs tests seront effectués avec des gris et oranges différents. Quelques jours plus tard... Salut Ivan. Salut, ça va bien? Ouais, toi. Ouais. Ça y est, c'est parti. Je sors de chez Patrice là et il a choisi. Donc Alors les couleurs. ça pète un peu de trop. Ça aussi, apparemment c'est ça qu'il veut. D'accord. Ça c'est bien dans le ton de la peinture. Donc il veut celui-là. Et donc voilà, les coloris sont choisis, il n'a plus qu'à broder les logos Norev sur les parties de cuir qui vont servir à constituer la sellerie de la Chrysler. Pour cela, De Fil en Aiguille utilise une machine avec 4 têtes à broder, de très haute précision. Le résultat est parfait, aucun défaut n'est à constater. De retour chez Parotech, la lèvre de pare-choc est quasiment terminée, l'équipe s'attaque maintenant à la partie haute du bouclier avant. Les trous laissés par la plaque minéralogique sont soigneusement mastiqués. Il en va de même pour les 2 emplacements des clignotants jugés trop dominants et inesthétiques. Les techniciens rebouchent les cavités en faisant preuve de beaucoup de patience, car le résultat influe directement sur la qualité de finition. Bien évidemment, de longs moments à poncer sont nécessaires. C'est au tour des masques de phare. Toujours la même technique, le technicien recouvre le projecteur de plusieurs couches de scotch, puis va appliquer le gel coat pour enfin apposer plusieurs plaques de fibre. Il prend ainsi l'empreinte du phare. Un gabarit en carton léger est dessiné, puis découpé et enfin appliqué sur le projecteur. À ce moment, le technicien vérifie son ajustement et fait un rapide rendu esthétique. Le gabarit est ensuite reproduit sur les empreintes des phares, maintenant prêtes, et un travail de découpe est effectué. Après un ponçage rapide et un premier ébavurage, les masques de phare retournent en position pour y être travaillés. Un temps d'attente est respecté pour permettre aux masques de sécher, puis directement sur la Chrysler, un ponçage grossier à la lime est effectué. Une fois enlevés de la voiture, les masques retournent dans le second atelier et ici, plusieurs couches de mastic sont appliquées et successivement poncées. Le volume est ainsi créé. Retournons dans l'atelier principal. Les charnières pour monter les portes suicides sont arrivées avec, certes, beaucoup de retard, mais il semble que le produit convienne parfaitement à l'équipe. Pour moi, ça a l'air bon. Je trouve qu'elles sont pas mal foutues, mais
À mon avis, c'est pas le souci dans la thématique, le souci c'est dans le découpage. Je pense que là il faut faire très attention. On va essayer de regarder, je pense que de toute manière on va tailler un bon bout de tôle. Regardez l'inclinaison, ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas oublier, il y a entre 7 et 10 degrés d'inclinaison au niveau de la charnière pour que l'ouverture se fasse facilement. Mais bon, ça a l'air de bonne qualité. Mais on va regarder, hein, on va découper et au fur et à mesure on va étudier. Ok ? Dans un premier temps, le technicien trace grossièrement les emplacements qui vont être ensuite découpés. Il s'agit simplement de repérer sur la carrosserie les points d'ancrage des charnières. Ensuite, certaines cotes vont être mesurées, préparant ainsi le travail de découpage. Le même procédé est appliqué pour les deux portières. Maintenant, le long travail de découpe peut commencer. Les techniciens vont passer quelques heures sur cette opération car la progression est lente et fastidieuse. Plusieurs outils sont utilisés car selon l'épaisseur de la tôle et sa situation, certains sont meilleurs que les autres. L'étape suivante est décisive. Le technicien préinstalle le système côté carrosserie pour noter les éventuelles modifications à apporter. Si tout a bien été prévu, cette étape ne devient plus qu'une simple formalité et on peut passer à la suite. C'est bon, c'est rentré. Ça rentre bien, ouais. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on n'est pas très loin de la soudure. À mon avis, c'est le point critique, là. Là, il va falloir bien... faut être vraiment sûr du coup. Hein. Parce que là, on se plante. Pas bien. On peut pointer avant. Ouais, non, mais il faut pointer. Hein. Faut pointer, ensuite, on prendra le lève-portière et puis on fera un essai. Ok ? Ok. Yes. Après ce rapide compte-rendu, les soudures sont enfin décidées, l'équipe revêt la combinaison adéquate et entame avec précision le job. En fait, ce n'est que la première étape, les soudures pointées permettent de revenir en arrière, au cas où un problème surviendrait. Ah, ouais, on voit le souci. Bon, bah c'est super bien parti, mais bon, là, il faut recouper la pièce. On coupe là et on représente. L'opération progresse, jusqu'à présent tout semble vouloir aller dans le bon sens. Après de nouvelles découpes pour faciliter le fonctionnement de la charnière, l'équipe Parotech continue d'assembler les pièces nécessaires. Le moment critique arrive. On effectue les premiers tests qui visent à bien vérifier que la portière pourra assurer un fonctionnement idéal, que rien ne va gêner son ouverture ou fermeture quand les deux parties seront solidaires. Il faut absolument ne pas se tromper car la sécurité doit être respectée. À partir de ce moment-là, l'équipe va s'occuper de la portière. Les soudures sont d'actualité, on place la partie indispensable pour effectuer les tests de fermeture. Grâce à un ingénieux appareil FACOM, les techniciens peuvent travailler les portières avec une grande aisance. Comme les tests évoqués ont été convaincants, il s'agit maintenant de démonter la portière pour pouvoir finaliser le travail de soudure. C'est dans l'autre sens. La portière est donc maintenant enlevée de la Chrysler, le technicien soude définitivement les charnières et dans un même temps, un autre membre de l'équipe va s'occuper des poignées de porte, qui vont donc être déplacées de l'arrière de la portière vers l'avant. Ce stade de la mise en place des poignées de porte semble simple, mais en réalité l'opération est relativement longue et harassante. Tout d'abord, il faut évidemment ne pas se tromper dans les mesures et dans l'emplacement de la poignée. Il faut aussi prévoir sa manipulation et bien sûr raccorder la poignée au nouveau système de fermeture. Après de nombreuses heures de dur labeur, il ne reste plus qu'à faire disparaître les traces des soudures, ce qui veut dire qu'à nouveau une séance accablante de ponçage a lieu. Bien entendu, d'autres étapes ont lieu, mais seules certaines primordiales sont montrées à l'image. On va maintenant accélérer le processus pour arriver à la séance quasi finale et qui a lieu en cabine de peinture. Cette étape est décisive dans la réalisation d'un projet, car la teinte représente à elle seule la moitié de la réussite médiatique. Une peinture inappropriée et toutes les autres modifications sont absorbées, elles ne sont pas mises en valeur et passent donc à la trappe. Bien sûr, la 300C n'est pas expédiée en cabine de peinture sans avoir préalablement effectué des tests. Avant de trouver la bonne teinte, le bon effet mat, plusieurs échantillons ont été proposés et à force de chercher, on finit par trouver le bon dosage. Pour arriver à ces fins, l'équipe Parotech a dû faire appel à plusieurs fournisseurs et à la finale, en partant d'un orange Lamborghini, pas moins de 3 marques de peinture ont été nécessaires. La peinture dans le pistolet, il s'agit d'arroser la 300C avec beaucoup de dextérité. Et pour cela, il faut le spécialiste en la matière, car certaines peintures ne peuvent être pulvérisées aussi facilement.
Enfin, de ce côté-là, pas de problème pour le team. On a évoqué la calandre précédemment, au sujet de la stéréolithographie. La voilà, prête à peindre. Les fichiers numériques ont été envoyés que quelques jours avant, et la calandre est déjà arrivée en cabine. Un gain de temps précieux pour Parotech. Comme vous le savez, la Chrysler a des bandes racing. C'est donc maintenant que les liserés sont posés, une fois évidemment la carrosserie sèche. Un travail qui demande de la patience, un bon coup d'œil et de la maîtrise. Bien sûr, le logo Norev n'est pas oublié. Une fois les autres parties proprement protégées par du papier prévu, on peut envoyer la teinte grise, qui elle aussi a demandé beaucoup de temps à élaborer. Il s'agit d'un structuré qui a pour particularité son aspect granuleux au toucher, mais avant d'en arriver là, énormément d'échantillons ont été produits pour trouver le bon mélange qui possède le rendu exact et qui soit applicable. Après le temps de séchage, il est temps de dévoiler la 300C, car il ne faut pas oublier qu'à cet instant précis, c'est la première fois que l'équipe découvre la 300C avec sa teinte, qui jusqu'alors était virtuelle. On enlève tous les liserés les uns après les autres, calmement, et en espérant qu'un incident n'ait pu se produire, échappant ainsi à la vigilance de l'équipe Parotech. Retour dans l'atelier, il est grand temps de remonter la Chrysler, et très sincèrement, même si ce travail est harassant, il restera toujours un moment magique. Car dans quelques heures, la 300C sera prête à effectuer ses premiers tests sur route. Mais avant, l'équipe pourra enfin admirer ce qu'ils ont mis des semaines à construire. En attendant, chaque membre de l'équipe se concentre sur sa tâche et s'affaire à remonter chaque pièce méthodiquement. Si pour certains cette phase est une épreuve, c'est tout simplement à cause d'une mauvaise organisation lors de la phase de démontage. En perdant un peu plus de temps à bien noter toutes les pièces et à tous les ranger correctement, ce sont des heures qui sont gagnées lors de cette dernière étape. Arrivé en dernier, le système de freinage Move It est enfin installé. Il s'agit de disques de 400 mm de diamètre étriés 6 pistons. Tout le monde connaît la marque allemande, inutile de préciser que les freins Move It sont d'une qualité remarquable et que le freinage devient extrêmement puissant. Ce qu'il y a de bien, c'est que le montage est aisé. Move It prenant bien garde à demander la dimension des jantes et leur déport, et avec ces renseignements, ils sont capables de livrer le système clé en main, avec en plus les étriers peints dans la teinte désirée. Conduire la 300C est un pur bonheur. Un moment délectable, surtout quand sous le capot 340 chevaux du moteur V8 EMI sont prêts à bondir. Des instants intenses qui se passent de tout commentaire. La première séance photo est faite avec le spécialiste en la matière, en la personne de Dingo. Son sens de la créativité, son œil, son expérience font de lui un être unique, toujours en pleine effervescence artistique, sur qui on peut toujours compter pour donner le meilleur.
C'est donc pour cela que Dingo a été choisi. Il faut que cette séance photo produise des clichés qui vont être utilisés par Norel pour ses besoins marketing, pour les médias. Bref, ces photos vont devenir un support de communication idéal. M6 Turbo profite de cette séance pour venir découvrir la 300C et faire un sujet sur la voiture. Franck Camusa, le photographe talentueux de GTI Mag, a lui aussi effectué quelques clichés de haute voltige. Sous un soleil radieux, avec sa propre vision de la Chrysler, les photos obtenues sont tout simplement incroyables. Ce qui permet de conclure ce reportage en vous donnant rendez-vous bientôt pour la suite des aventures de Parotech.